Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Prima INSEE. Mais le mercredi, vous le savez, nous parlons de nos enfants. Et quand on parle d'enfants, il y a quelqu'un qui n'est jamais très loin. C'est Olympe que j'accueille tout de suite. Là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. L'école est finie? Non, l'école n'est pas finie, Olympe. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Pourquoi cette musique, Olympe? Parce que l'école est finie et c'est le moment de faire d'autres choses. Et donc, on va parler d'activités extrascolaires. Avec un chiffre. 68. 68 quoi? 68% de jeunes de moins de 18 ans font des activités extrascolaires. À 68% Oui. quand même. C'est beaucoup, mais bon, en même temps, il faut penser aux 32 qui restent. J'espère Oui. qu'ils ne font pas partie de ceux qui sont devant la télé. Nous allons y revenir. Et puis là, vous êtes logiquement, tous les parents, ils sont là. Il faut que je donne une activité extrascolaire à mon fils. Est-ce que c'est du judo? Est-ce que c'est du violon? Bref, on va vous aider à choisir. Mais avant cela, vous êtes allé voir les jeunes pour leur poser quelques questions? Oui, je suis allée voir quelques enfants qui m'ont donné leur parole et c'est rigolo. Alors avant que vous alliez les voir, vous avez vu, on a préparé quelques petites madeleines aux figues. Et ben, Oui, je sais. Vous avez le droit à les manger pendant qu'on regarde ça. Allez. Je suis allée à la danse et j'ai fait des circuits. Il y a des barres et tu dois sauter, tu dois faire des pompes, tu dois faire des abdos. J'ai 2 jours de guitare, 3 jours de taekwondo et 1 jour de gym. Après l'école, le mardi, je fais taekwondo, je fais des combats. Et après, je fais plus rien. Du judo. De la boxe, de la batterie et je vais commencer la natation. Tu fais rien d'autre? Non. Tu fais de la voile peut-être? Ah si. Du judo, de la voile, de l'art plastique et je sais plus. Après l'école, oui. Le soir, moi, je fais judo. Mais moi Je fais pas judo. J'ai pas envie. Basile, il a trouvé ça trop nul. Ah, si Basile a trouvé ça nul, Olympe. Trop nul, trop nul. Ils en font des choses quand même, ces jeunes. Oui, alors justement, à savoir, est-ce que nous allons lancer nos enfants dans un emploi du temps de ministre? Est-ce qu'on leur propose l'oisiveté? Il va falloir un petit peu faire son choix, parce qu'en plus, le week-end dernier, donc vous vous souvenez, jeudi dernier, nous avons parlé de la journée des associations, sur 2 jours en fait, qui vous permettait de mettre un petit peu la main à la pâte et savoir ce que veulent nos enfants. On va voir si c'est les enfants qui choisissent ou c'est les parents qui doivent choisir. Voilà. Pour vous y retrouver dans toutes ces activités extrascolaires, on va accueillir 2 personnes avec nous. Le docteur Claude Allard et Marité Perfetti. Je m'approche. Bonjour. Bonjour. Salut les copains, tiens, Marité ici. Bonjour. Docteur, Bonjour. prenez place. Vous êtes donc, Claude Allard, vous êtes pédopsychiatre et vous êtes à la CMPP de Bastia. Qu'est-ce que c'est? Le CMPP de Bastia, c'est un centre de consultation qui s'adresse aux enfants de 4 à 18 ans, un peu plus même. Enfin, donc ce ne sont plus des enfants, c'est enfants et adolescents. Et donc c'est une structure qui est gérée par l'association des pupilles de l'enseignement public, des PEP2B, qui a 6 structures sous sa gestion. Et ça, c'est une des unités. CMPP, Centre médico psychopédagogique. Psychopédagogique. À Voilà. côté de vous, Marité, je suis ravi que vous soyez là. Vous venez de Fouriane et vous vous occupez de la MJC, c'est ça? La maison? La Maison des Jeunes et de la Culture, donc, qui dispense des activités culturelles pluridisciplinaires qui sont ouvertes à tout public, et donc enfants, ados, adultes, mais nous parlerons bien sûr des enfants particuliers. D'accord. Alors, justement, en préparant l'émission, avec Olympe, on s'est aperçu que la pratique d'une activité extrascolaire était en augmentation depuis 2006. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce qu'on occupe de plus en plus nos enfants au sortir de l'école? Claude? De plus en plus, moi, je n'ai pas les éléments statistiques. Je constate, oui, effectivement, que 68%, là, on l'a fait quand même. d'enfants de la consultation ont une activité extrascolaire, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est une bonne chose? Oui, 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 tout à fait. Et vous le remarquez aussi, Marité? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes, Absolument. d'enfants de 4 à 18 ans, comme l'a dit le docteur, qui viennent?
Et il y a beaucoup de demandes, mais il est vrai aussi qu'il y a de plus en plus d'offres, tant au niveau culturel, sur les activités culturelles, que sur les activités sportives. Donc effectivement, ce choix, et puis pour ce qui concerne la MJC aussi, la facilité, tant au niveau de l'accès que des tarifs, fait qu'on peut avoir de plus en plus de personnes qui viennent vers nous. Vous proposez quoi, vous, comme activité donc, à la MJC? Alors, d'ailleurs, hein, on a quelques photos là. Hein. J'ai appris ça, enfin, on a appris on apprend à danser, voilà, la danse de salon pour les enfants. Alors absolument, on a l'habitude d'entendre parler des danses de salon pour les adultes, et nous avons la chance d'avoir quelques enfants, dont notamment un petit couple très doué, Jade et Brandon, qui s'adonnent donc à la danse de salon. Et je peux dire que ce sont les seuls en Corse actuellement à être capables d'exécuter une chorégraphie de tango argentin, de tango valse. Et ils ont commencé, ils avaient 8 ans, et là, ils arrivent à l'adolescence. C'est magnifique. Est-ce qu'un film comme justement Dirty Dancing, qui est ressorti il n'y a pas très longtemps, avec la mort de Patrick Swayze, on en a beaucoup parlé, est-ce que ça peut être justement comment dire, un élément moteur pour un choix d'activité extrascolaire? Quand il y a eu tous ces films sur le hip-hop, s'est développé. Est-ce que l'effet de mode joue toujours pour toutes les activités, et aussi bien sur les enfants que sur les adultes? Mais concernant les danses de salon, c'est souvent par rapport à l'expérience des parents que ça peut venir aussi. Alors justement, c'est la question. Qui est-ce qui choisit les activités extrascolaires? C'est les parents qui se disent « moi, j'ai pas fait ça, donc toi, Coco, tu vas faire ça » ou est-ce qu'il faut laisser faire les enfants? Les situations sont extrêmement variables. Hein. En général, la plupart des parents n'imposent pas forcément une activité. Ce qui fonctionne beaucoup chez les enfants, c'est les copains et les copines qui ont une activité, ou le grand frère ou la grande sœur qui a une activité. Et parfois, ils ont envie de faire la même, parfois, ils ont envie d'en faire une autre. Donc je dirais que dans chaque famille aussi, tout dépend de sa culture. Bon, si vous êtes dans une famille de footballeurs ou d'amateurs de football, forcément, vous serez dédié au football. Mais je dirais que ce n'est pas forcément ce qui convient. Par exemple, j'ai une famille où, effectivement, l'enfant est allé au foot, ça ne lui a pas plu. Le petit, il n'a pas voulu faire du foot, il a fait autre chose, il a fait du rugby. Voilà. Donc il y a aussi, en fonction de chaque enfant, de la même famille, peut-être des sensibilités, des envies de faire des choses différentes, donc se démarquer. Écoutez l'enfant, mais l'enfant, est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il a envie de faire parfois, il ne le sait pas. En général... C'est quoi l'âge idéal pour commencer, justement, une activité extrascolaire? Vous dites bien une activité, hein. Je pense que... On reviendra après sur la pluralité, justement. Mais une activité peut commencer dès l'école maternelle, hein, en fait, comme complément pour l'éveil de l'enfant dans tel ou tel domaine, dans un domaine artistique, sportif. C'est une porte ouverte en dehors de la maison pour vivre autre chose, partager avec des gens. Alors donc ça peut se présenter dès l'école maternelle, et puis après, bien sûr, ça prend une autre teneur en fonction de l'autonomie d'un adolescent ou un préadolescent. Il aura envie de faire autre chose, d'être un peu tout seul dans ses actions, donc sortir du giron familial pour vraiment vivre ces grands moments de sa propre vie avec les autres. Alors, en dehors de la construction identitaire, j'ai vu que certains travaux démontraient que les activités extrasportives favorisent la réussite académique. Alors, est-ce que des enfants qui vont aller vers l'extérieur vont mieux réussir à l'école? Est-ce que ça se vérifie ici, par exemple? Alors là, c'est une statistique personnelle. Moi, je pense que c'est un enrichissement personnel. Alors, il y a aussi le fait que, quand même, socialement, les enfants de milieux les plus démunis ont moins accès, éventuellement, à ce type d'activité, sauf en dehors donc, des centres aérés, par exemple, ou des structures sportives. En particulier chez les filles, d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, il y a aussi l'élément que, bien souvent... Le loisir principal de ces gens-là, ce sont les écrans, les petits écrans, la télévision, les Game Boy, la PSP, etc. Donc pour sortir de cet univers d'écran, pour vivre un peu dans la vraie vie, pour s'épanouir personnellement, pour découvrir des choses différentes, il y a la nécessité, effectivement, de ce partage. Il ne faut pas le faire pour être plus fort à l'école, finalement. C'est le mot. Bien sûr, c'est pour un épanouissement personnel. Alors qu'ensuite, c'est des répercussions, bien entendu. Tant mieux. Un enfant qui est éveillé, qui s'intéresse à plein de choses, il aura une réactivité, il va enrichir son vocabulaire, il va être mieux dans son corps aussi, parce que beaucoup d'activités extrascolaires impliquent le corps, hein, alors que à l'école,
il y a des activités physiques et sportives, mais relativement limitées dans l'école primaire ou en maternelle. Mais par contre, après, oui. Donc, ces activités qui mettent en jeu le corps dans son épanouissement, la découverte aussi de ce que c'est que la vie artistique. Hein, mais justement, est-ce que si on a un enfant, est-ce qu'il faut aller dans les forces de l'enfant pour choisir une activité extrascolaire? C'est-à-dire, si mon enfant court, je vais le faire du sport. S'il est intellectuel, je vais lui faire une activité artistique. Est-ce qu'il faut aller dans le sens de l'enfant ou au contraire, se dire mon enfant il est timide, donc je vais le mettre en cours de théâtre, Marité? Alors, nous avons des expériences tout à fait différentes selon la personnalité de l'enfant. Il faut savoir que, puisque vous prenez l'exemple du théâtre, nous pouvons très bien recevoir un enfant qui est très actif, qui est voire même limite trop, et un autre éventuellement introvertis, qui vont avoir une évolution, une démarche tout à fait différente, qui vont aller dans le bon sens. Et pourtant, au départ, ils étaient extrêmement différents, mais ils vont avoir un vécu après au sein du groupe par rapport à ce qu'ils vont apprendre, qui va la plupart du temps améliorer leur réaction après à l'extérieur, à l'école ou en famille. Donc ça, nous, on le S'il était énervé, ça va le calmer, et s'il était timide, finalement, ça va le désinhiber. En gros, c'est ce que vous me dites. C'est que du positif. Pour nous, c'est que du positif. Nous avons eu, nous, à la MJC, un suivi assez long pour certains enfants. Et nous avons constaté, puisqu'on a la chance d'avoir à Furiani cette association qui est assez familiale. Donc, on connaît les enfants pratiquement depuis des années, on connaît les prénoms et on a des discussions avec les parents aussi. Ça, c'est important, Claude, justement, de sortir d'une autre socialisation que l'école, un nombre peut-être un peu plus restreint pour exister un petit peu plus que dans la classe, non ? Je dirais socialisation en dehors de l'école, mais aussi en dehors de la famille, parce qu'on vit quand même dans un monde où la famille s'est nucléarisée, où les repères sont plus complexes, puisque, il y a quand même un taux de divorcialité, de séparation d'un couple sur deux, donc les enfants ont un besoin de repères, en quelque sorte, et aussi les familles s'étagent différemment. C'est-à-dire que vous pouvez avoir dans la même fratrie des jeunes adultes de 25 ans et un enfant de 5 ans. Et donc, dans cette nouvelle configuration qu'est l'évolution de la famille, je dirais que l'élément qui peut être négatif, c'est le repli sur soi. C'est-à-dire que par manque d'ouverture, par manque de situation, on reste trop renfermé sur soi-même et du coup, le vécu devient quelque chose de trop enclavé. Et donc l'intérêt des activités extérieures, c'est que ça ouvre non seulement, ce que vous disiez, le dialogue avec les mères et avec les pères, c'est très important, ça ouvre aussi la famille à d'autres univers, ça permet une relation sociale, ça permet un partage, et donc d'exister autrement que dans un univers clos sur soi. Et le rapport avec le professeur, l'intervenant de l'activité, est tout à fait différent de celui qu'ils peuvent avoir avec un instituteur, un professeur ou les parents. Donc, il s'instaure une autre relation qui fait que l'enfant peut avoir cette démarche d'évolution et aussi par rapport à ce groupe, la socialisation bien sûr, par rapport à ce groupe, il va retrouver entre guillemets une autre famille. Et donc on a un tout petit peu évoqué la pluralité des disciplines. Est-ce que pour un enfant, une discipline est suffisante ou est-ce qu'on peut vraiment étaler je prends un exemple assez personnel, 6 heures d'activité extrascolaire par semaine pour un enfant. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que le fait de faire 3-4 activités différentes, au contraire, au lieu de les élargir... L'idéal, c'est quoi? C'est un sport Je crois qu'il faut faire attention parce qu'il faut que l'enfant puisse investir les espaces qui s'offrent à lui. Et donc, un petit enfant qui aura 3 activités, par exemple une activité culturelle, une activité sportive et une activité d'éveil, ça va être trop lourd. Et ça va être non seulement lourd pour lui, mais pour les parents, parce qu'il va falloir l'accompagner, le ramener, etc. Donc moi je dirais une activité, c'est déjà très bien. Ça permet d'ouvrir à sa sensibilité, à son épanouissement personnel. À la danse par exemple. Un enfant qui a envie de faire la danse, il peut faire de la danse. Fille ou garçon d'ailleurs, c'est aussi important pour l'un que pour l'autre. Et donc, à partir du moment où il y a quelque chose d'enclenché, après, moi je pense qu'il vaut mieux éviter de multiplier trop, je dirais, une activité physique et une activité culturelle,
je pense que c'est très bien, c'est assez équilibré. Plus, ça devient contraignant et pour l'enfant et pour les parents. Et du coup, ça va peser par rapport au temps disponible. Parce que, bon, il faut aussi avoir du temps pour ne rien faire. L'enfant, il a besoin de rêver, il a besoin de buller, il a besoin de découvrir et de construire son imaginaire avec sa rêverie. C'est important ce que vous dites, la docteure, parce qu'on a l'impression que tout le monde veut occuper ses enfants à tout prix maintenant. Il faut les occuper, les occuper, les occuper. Mais oui, parce qu'on est dans un monde où tout va vite, on ne supporte pas le vide, parce qu'aussitôt les écrans le remplissent, hein, parce que les enfants, les loisirs des enfants sont totalement... 80% des ados et des enfants regardent des vidéos sur Internet. Hein. Et c'est 2 heures et demie. Ça va jusqu'à 4h30 chez les 15 ans. Oui. Donc vous avez une société multi-écran qui favorise quand même ce repli sur soi dont je vous ai parlé, avec une espèce d'ambiguïté, c'est-à-dire que les parents sont soi-disant tranquilles parce que leur ado est à la maison, mais qu'est-ce qu'il regarde dans ces jeux? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des jeux qui sont violents, qui sont dans la destructivité, qui sont dans la... Donc il faudrait que l'ado il reste à la maison mais qu'il fasse rien? Non, je pense qu'il faut qu'il sorte, l'ado. C'est une fausse sortie, c'est-à-dire que le monde virtuel, il vient chez vous, c'est pas vous qui allez chez lui. Et donc, par contre, du temps libre, il faut du temps libre et puis il faut du temps de partage. C'est surtout ça. Alors, donc, c'est pour ça que je dis que ce sont des opportunités qui sont vraiment peut-être même un antidote à ce cocooning-là qui a tendance à se mettre en place dans notre société. Mais docteur, on a vu, donc 68% font des activités extrascolaires, c'est 32% qui ne le font pas. On voit qu'il y a des désavantages. Est-ce qu'il faut de ne pas les faire? Est-ce qu'il faut les forcer, ces enfants, à avoir à tout prix une activité? Moi, je pense que le maître mot, c'est se faire plaisir. Donc, il faut amener les enfants à exprimer leurs désirs. Et donc, à partir de là... Mais s'il ne veut rien faire, s'il dit « moi, je ne veux rien faire. Moi, je veux rester à la maison, je veux rester devant mon ordinateur, je ne veux rien faire. » Il faut aussi leur donner un peu le goût, leur expliquer, les faire essayer. Nous, à la MJC, justement, nous sommes très ouverts et très sensibles à ce problème-là. C'est que nous permettons aux enfants d'essayer 2 ou 3 activités. Et à partir de là, ils se décident. Certains font des découvertes. Hein. Voilà. Donc, mais une fois qu'ils sont dans une voie, est-ce qu'il faut dire maintenant tu es parti, je répète Coco, attendez, on va lire un SMS. Alors, est-il bon que les parents soient très présents dans l'activité extrascolaire? On va répondre déjà à ce téléspectateur. C'est vrai qu'on voit de plus en plus, quand il y a l'entraînement de foot, il y a toutes les mamans qui sont autour. Je ne sais pas comment ça se passe à la MJC. Est-ce qu'il faut que les parents soient là pour regarder leur enfant? Alors, moi, je pense que les parents peuvent les guider. Il y a un juste milieu à tout, ils peuvent les guider. Mais surtout, il faut savoir les écouter et puis leur donner, comme je disais tout à l'heure, cette possibilité de découvrir. Donc, à partir de là, ensuite, l'enfant a un peu son libre arbitre. Il peut très bien choisir de faire peu de choses. Mais le tout, c'est de leur donner la possibilité d'accéder aux choses. Alors, est-ce qu'il est pas... Attendez, parce qu'on n'a pas répondu à la question. Est-ce que les parents doivent être présents ou pas? Mais je pense que l'accompagnement parental, il dépend de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que c'est pas du tout pareil d'accompagner un petit de maternelle, ou enfin de 5 ans ou de 6 ans, à son activité, et puis son préado de 11 ans. Bon, donc il y a une question de degré en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant. Et donc de respecter ses capacités d'autonomie, parce qu'au fond, c'est ça la question, d'autonomie et de confiance. Hein, on peut avoir confiance dans son copain, on peut avoir confiance dans des amis qui accompagnent, parce que souvent aussi les parents s'arrangent entre eux pour que l'accompagnement se fasse en partage, soit des parents qui les amènent, soit qui les ramènent. Est-ce que le père, il doit regarder ce que fait... Moi, je me souviens, je parlais de moi, mon entraîneur de judo, il interdisait aux parents de regarder l'entraînement. Il disait, vous n'avez pas à être là, vous. Est-ce que c'est une bonne solution ou pas? Je pense qu'une fois que l'enfant est sécurisé, une fois qu'il est dans son univers et qu'il a fait connaissance avec les disciplines et les personnes qui s'occupent de lui, une fois que donc, ce climat de confiance et ce lien s'est créé, la présence parentale n'est plus forcément indispensable. Et je ne pense pas que les enfants, du moins ceux qui sont un peu plus grands, aiment être accompagnés par les parents. Ne serait-ce que par rapport au regard des autres. Pour l'expérience qu'on en a, nous, à part les petits... il y en a, allez les faire partir. Hein. Voilà. C'est plutôt les parents qui s'imposeraient essayer que les enfants. Ah, mais ce n'est pas les enfants qui sont demandeurs, on a bien compris. Et est-ce que, je vous martèle un petit peu de questions, mais est-ce que l'enfant, il décide de faire une année un petit peu de danse de salon, et puis l'année d'après, il veut faire autre chose? Est-ce qu'une fois qu'il a choisi quelque chose, il ne faut pas lui dire, bon, maintenant tu as choisi ça, et tu restes dans cette voie, ou est-ce qu'il faut le laisser vraiment changer tous les ans?
Écoutez, là, c'est une généralité difficile. C'est dans chaque situation est particulière. Maintenant, si l'enfant... Ce qu'il faut, c'est que quand l'enfant dit bah non, ça me plaît plus, pourquoi je veux plus y aller, il faut dialoguer avec lui. Bah, qu'est-ce qui va pas? Alors, ça peut être tout simplement un truc tout bête que son copain est parti ou il a déménagé, donc il n'est plus là, donc il le faisait parce que son copain était là. C'est des choses comme ça, des petites choses comme ça. Alors après, est-ce que c'est lié à l'activité elle-même? Oui, ça peut être le cas. Ça peut être aussi parce qu'il y a un changement de méthode, un changement de personne, un changement de technique. C'est des petites choses qui peuvent arriver. Et bon, auquel cas, il faut savoir l'entendre. Maintenant, je pense qu'une fois qu'on s'est engagé, alors bon, ça c'est la question, les engagements se font sur une année en général, enfin je ne sais pas si à la MJC c'est le cas, et du coup, à partir du moment où on s'est engagé dans quelque chose, après cette phase d'essai, je trouve ça très bien ce que vous faites, hein, la phase d'essai pour voir si ça convient bien, etc. Et ensuite, la mise en œuvre, dans la mise en œuvre, une fois qu'on s'est engagé, il faut s'y tenir. Parce qu'on ne va pas changer d'activité 6 fois par an. D'ailleurs, le porte-monnaie des parents n'y suffirait pas. On n'est pas venu, très rapidement, il y aura un blocage économique. Souvent, Marité, chez vous, ou est-ce qu'une fois qu'ils se sont engagés dans une voie... En principe, on ne change pas tant que ça. Mais il y a des enfants qui, effectivement, peuvent changer pour les différentes raisons qui ont été abordées. Mais à ce moment-là... ces enfants-là, en particulier, ont ce genre d'immaturité pour tout. Et donc, que ce soit pour d'autres activités ou même à la maison, on sent que ce sont des enfants qui changent souvent d'avis. Donc moi, je pense qu'à ce moment-là, les parents ne doivent pas céder à tous les caprices. Je dis que, comme on l'a dit, à partir du moment où on a bien fait choisir, permis le choix, permis la découverte, à un moment donné, on dit maintenant, tu te tiens ce choix-là. Okay. Mais après, il y a certains clubs qui vont proposer 3 entraînements. Je vais prendre le football parce que c'est un exemple assez massif. Parce que vous jouez au football, hein. Oui, tout à fait. Ça se voit d'ailleurs. Donc 3 entraînements par semaine, plus le match amical souvent durant le week-end, plus les matchs sur le continent pour certains clubs. Amical, le week-end au football, c'est pas souvent amical, hein, surtout entre Bastia et Ajaccio. Censé être une rencontre amicale. Est-ce que justement, ce n'est pas trop de lancer tout de suite un enfant sur un sport assez compétitif? Alors, vous savez, il y a des petits génies dans tous les domaines, hein, on le sait bien. Il y a des petits génies du ballon, ceux qui sont nés la balle au pied, et puis il y a ceux pour lesquels il y a des projets, le projet de rêver d'être dans l'élite mondiale du football. Bon, donc, ce sont des idoles, les grands footballeurs pour les enfants, donc, et pour les parents aussi. Hein. Donc, il y a ce côté narcissique, hein, de la réussite à tout prix, par tous les moyens. Mais c'est pas forcément la meilleure des choses. C'est pas forcément la meilleure des choses, parce que je pense que si c'est vraiment l'enfant qui saisit cette opportunité pour s'y réaliser, oui, il a besoin du soutien des parents, oui, il a besoin de l'accompagnement, bien entendu. Maintenant, il ne faut pas que ce soit au-dessus de ses forces, hein, parce que ce que vous décrivez quand même, je dirais que là, c'est carrément à un haut niveau, on est quasiment au niveau sport-études. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quasiment autant de temps de sport que de temps de travail. Je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a déjà de la compétition à l'école, en classe, hein, il faut la meilleure note. Si en plus, dans l'activité extrascolaire, c'est encore de la compétition, est-ce que trop de compétition, c'est pas mauvais finalement? Et vous êtes en train de répondre que oui. Ben, la compétition, si vous voulez, on peut être bon dans un domaine et moins bon dans un autre. Donc si l'enfant, il est pas très bon à l'école, mais qu'il a une certaine réussite sportive, il est valorisé dans ses compétences de sportif, et ça peut jouer aussi sur ses compétences scolaires, parce qu'il prend confiance en lui, et du coup, il est valorisé. Mais par contre, s'il a le boisseau d'une exigence parentale trop lourde, où il sera dans l'incapacité d'y répondre, bon, peut-être il est dans une mission impossible, il ne faut pas mettre l'enfant dans une mission impossible. Il faut qu'il y trouve son compte et qu'il se l'approprie. Alors si c'est sous la contrainte, alors là, c'est l'inverse. Hein, au fond. Donc on a bien compris qu'en fait l'activité extrascolaire c'est fait pour prendre confiance en soi. Oui. Hein, pour résumer. On va juste faire une petite pause si vous le voulez bien, parce qu'on a notre astuce. Et il y a des téléspectateurs qui l'attendent, l'astuce du jour. C'est la vôtre, Olympe. Et donc vous partez, Olympe, en fait. C'est votre astuce. Mais comme d'hab, je ne peux pas traîner mes machins et mes bidules en plateau. Qu'est-ce que vous allez nous faire? Dites-moi. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un ciel de lit. Ah, ça n'a rien à voir avec... Quoi que ça peut être une activité extrascolaire, faire ça avec son enfant. Non, mais je pensais que c'était sympa, après avoir installé le bureau, d'installer le coin sommeil, qui est très important pour un enfant après l'école, et justement pour se ressourcer. Et le coin bureau, c'était la semaine dernière, hein, le coin bureau. Vous retrouvez l'émission sur plus.fr quand même, ou sur le réseau.
social bien connu pour voir comment arranger son bureau. Aujourd'hui, donc, le ciel. Le ciel de lit. Donc, j'ai trouvé quelques photos de ciel de lit sur Internet avec des choses très design, comme... bon, alors ça, c'est le plus simple. Voilà, 2 barres pendues au plafond, un drap, un vieux drap en lin en général. Ah oui. Alors, ceci est un petit cocon fait par Chris Vandenberg. C'est pour les enfants, ça Non, ce n'est pas pour les enfants, mais je trouvais l'image magnifique et ça donne vraiment l'esprit d'appropriation du lieu de sommeil. Oui, Voilà, ouais. voilà. Alors après, nous avons des choses beaucoup plus modernes dans la fabrication, mais anciennes sur le style. Et voilà, donc un ciel de lit directoire, d'époque directoire, qui est très très beau, et quelque chose de plus moderne, plus On enfantin. se prend un peu pour Napoléon, c'est bon, on se fait Voilà. son ciel de lit, là on s'endort. Donc nous, on va faire un ciel de lit beaucoup moins onéreux. Allez-y, allez-y. Donc un ciel de lit avec une barre, normalement, pour suspendre les ustensiles de cuisine. Voilà, il faut la prendre assez longue, de façon à ce qu'arriver en tête de lit et la place de mettre du tissu dessus. Donc, vous la fixez soit au mur, au-dessus du lit, comptez à peu près 1,20 m au-dessus de la tête de lit, ou alors, pour ceux qui ont la chance d'avoir un lit sous les combles, carrément sur la soupente. Voilà. Ensuite, Luc, pourriez-vous m'aider? Je peux vous aider. Pouvez-vous me tenir la barre? Voilà. Je vous la tiens. On prend un tissu que l'on accroche. Alors là, je l'ai fait en avance pour éviter... On va le passer derrière la barre. Voilà. Oui. Pour éviter de prendre trop de temps. Donc, il suffit d'avoir un tissu, plusieurs après, qu'on accroche pour faire une en-tête et des bords. Rajouter derrière un rideau de chaque côté. Vous pouvez mélanger les couleurs, mélanger les matières. Et on a, après, j'ai pris des couleurs plus vives, des sequins, des broderies. Vous pouvez faire un style indien. La semaine d'après, vous pouvez avoir un style directoire si vous le désirez. Voilà, tout simplement, du tissu, c'est pas cher. Et c'est très beau, et ça peut permettre, on revient avec vous, Claude, de faire quelque chose avec ses parents. Parce que du coup, des fois, à force de faire des activités extrascolaires à ses enfants, on ne voit plus ses enfants. Non? Oui, d'accord. Oui, et s'il vous plaît, laissez l'enfant choisir. C'est important, ça, le dialogue. Absolument. Voilà, je dis ça, moi, je suis pas pédopsychiatre, mais j'imagine. Vous avez raison. D'accord. On va accueillir une petite fille, si vous le voulez bien, qui était tout à l'heure avec nous pendant le Mandia INSEE, qui a dû manger quelques madeleines aux figues et aux noix. Vous pouvez en profiter d'ailleurs, hein, messieurs, dames, elles sont sur la place. Viens, Maria Francesca, viens. Viens ma puce, viens t'asseoir. Donc, pour ceux qui viennent de nous retrouver, eh ben, je vous présente Livia Francesca, qui nous a fait tout à l'heure donc des madeleines. Et là, maintenant, tu vas nous dire, toi, tu as 9 ans, tu vas à l'école à Saint-Paul, à Ajaccio. Qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école? De l'équitation, De l'équitation. Tu en fais combien de fois par semaine? 1 fois par semaine. Et combien de temps? 1 heure. 1 heure. Est-ce que ça, c'est très bien? C'est très bien. C'est qui a choisi de faire l'équitation? C'est toi ou c'est tes parents? Comment vous vous êtes... C'est moi. C'est toi qui as dit, maman, je voudrais faire de l'équitation. Et selon toi, qu'est-ce que ça... Pourquoi tu as envie de faire de l'équitation? Ben, je trouve que c'est bien et que, en plus, c'est une bonne activité. D'accord, c'est une bonne activité. Mais là, on rentre quand même dans d'autres choses, si je peux me permettre. C'est que c'est plus cher et les activités extrascolaires, c'est onéreux aussi. Et finalement, quand on ne peut pas répondre parce que moi, par exemple, tiens, je vais parler de moi, quand j'avais son âge, je voulais faire de l'équitation, c'était trop cher, je n'ai pas pu en faire. Comment on réagit quand on est parent? Bah écoutez, le portefeuille, bien sûr, est déterminant pour plein de choses, on le sait bien. Qu'est-ce qu'on dit, admettons, qu'est-ce qu'on aurait dit à Maria Francesca là? Je connais des parents qui ont peu de revenus et qui font l'effort de permettre à leur enfant de faire de l'équitation parce qu'ils ont compris que ça pouvait être quelque chose d'important pour eux. Et souvent, d'ailleurs, en réparation de quelque chose qu'ils n'ont pas eu eux-mêmes auparavant. Donc, quelque part, il y a ce côté projectif. On donne à son enfant ce qu'on n'a pas eu soi-même. Et quelque part, là, ça, c'est pas forcément conscient. Hein. Ça peut être aussi inconscient, ce truc-là. Hein. On dit, tiens, c'est comme si, ah bah oui, un tel le faisait ou le faisait. Alors, ce qui serait sympa, c'est de dire qu'est-ce qui t'a donné l'idée de le faire? J'ai vu que c'était bien et en plus... Et tu l'as vu où ça? Tu l'as vu, tu l'as vu comment? Ben, je passais devant Sagone et après j'ai trouvé des chevaux, alors... Et il y a eu quelque chose. Voilà. Et tu as commencé depuis quand? Tu as commencé cette année ou ça fait quelque temps? Ben, ça fait depuis que j'ai 6 ans. Depuis que tu as 6 ans? Ça fait 3 ans, donc. Il y a eu un coup de cœur pour le cheval. C'est ça, hein? Voilà. Olympe. J'ai une petite question, alors sans rentrer non plus trop dans les bagarres interclubs, la différence entre faire une activité au conservatoire, aller dans un club et aller à des cours privés. Est-ce que ça dépend de l'enfant ou du désir de poursuivre un peu plus loin son activité?
Pareil, exemple personnel, j'ai fait de la danse, même la danse classique. La danse classique au conservatoire est beaucoup plus stricte au niveau du cours et du maintien qu'un cours privé. Moi, je veux parler simplement au niveau de la MJC. Nous n'avons pas de démarche économique, commerciale. C'est simplement une association à but non lucratif, on le sait. Donc, déjà, nous avons, on parlait du côté porte-monnaie. Donc, déjà, nous avons des tarifs très abordables parce que le leitmotiv chez nous, c'est de permettre une grande accessibilité à la culture. Donc, on fait des tarifs abordables avec des facilités de paiement. Et puis, on a quand même un panel assez important puisqu'on propose de l'art plastique, du théâtre, de la musique, des mangas, des danses de salon, du yoga, enfin, un panel assez important. Et pour en revenir à ce qu'on disait au début, chez nous, le leitmotiv, c'est de se faire plaisir, de faire plaisir à l'enfant. Donc, on ne rentre pas dans des questions de compétitivité, d'examen de passage. Voilà, il n'y a pas cet aspect-là chez nous. Tout est... bon, il y a un aspect pédagogique important, puisque nous avons des intervenants de qualité, dont la compétence est reconnue, et qui, par ailleurs, pour la plupart, sont aussi à l'extérieur des artistes. Je ne citerai que Cece Brunini, Claire Antonini, etc., Christophe Vicaro pour le théâtre. Donc, nous avons des gens qui sont à la fois acteurs et en même temps... Donc, chez nous, c'est le partage. Déjà, la transmission et la transmission. Donc, il n'y a pas de compétition chez nous. Voilà. D'accord. Je peux rebondir juste un petit... Et après, Olympe nous présentera les livres. Voilà, je trouve très intéressant parce que il y a, sur le coup de cœur, c'est-à-dire que dans la rencontre entre un artiste et un enfant, et donc c'est très intéressant qu'il y ait des artistes, justement, qui soient là, parce qu'eux aussi ont gardé leur cœur d'enfant, quelque part. Et il y a un échange qui peut se passer avec eux qui ne se passera pas autrement. Et je voudrais aussi parler d'un autre sujet, c'est comme les centres aérés, donc les centres de loisirs qui travaillent dans un certain nombre de municipalités et qui apportent quand même des activités très diversifiées, et notamment les activités centrées sur la mer, sur l'accès au plaisir, la montagne. Donc là aussi, il y a tout un domaine d'activités de loisirs qui est quand même bien pratiqué. Alors, ce qui va faire la différence, oui, c'est sans doute le porte-monnaie. Mais maintenant... Pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. C'est aussi parfois... des opportunités locales. C'est-à-dire ici, il y a ça, là, il n'y a pas. Donc après, c'est trouver le bon endroit pour la bonne chose, au bon moment. Et on peut se faire aider par un médecin, de toute façon. Si on a du mal à choisir, on peut aller voir un pédopsychiatre, venir vous voir au CNPPM, oui, on pourra venir vous voir. Vous avez utilisé le livre en quelques secondes, en 3 secondes. Donc 2 livres de Claude Allard, L'enfant au siècle des images. Ensuite, Votre enfant et le sport, l'oisiveté ou le surmenage. Le livre de Claude Allard, c'était Qui est-il à la télé et l'enfant au siècle des images. D'accord. Allez, on a rendez-vous après le journal de 13h. On se retrouve avec Diane Salicet qui va les emmener du côté de Mourad. Merci à tous et à toi, Cocotte. Allez.